savons tous la situation que le scrutin présidentiel présente au Togo actuellement. Et la problématique de fond, c'est la fraude, factuellement parlant. Et toutes les parties et le peuple togolais ont constaté avec... ce ne sont pas des illusions ou des imaginations, nous le savons. Nous avons les faits et sur les réseaux sociaux, certains ont été même dévoilés. Donc la fraude est le problème fondamental de ce scrutin. Alors, lorsqu'il s'agit de fraude, c'est une atteinte portée à l'ordre public en matière électorale. C'est la violation des lois électorales. Lorsqu'on parle de fraude, c'est, je dirais, c'est le piétinement même de la juridiction du pays. Et en la matière, ce que nous savons, c'est que les auteurs de fraude sont coupables et doivent normalement être punis. Et on ne peut pas, selon les règles du droit, permettre aux auteurs de fraude de parler de victoire. Bien, en la matière, je vais parler de la fraude. Donc la fraude corrompt tout, comme l'adage juridique le dit. Et aujourd'hui, lorsque nous réclamons la victoire du côté de l'opposition pour M. Agbeomé, il y a des inquiétudes. La première inquiétude est qu'on n'a pas permis à l'équipe de l'opposition, notamment M. Agbeomé, d'avoir tous les procès-verbaux par lesquels ils peuvent attester cette victoire aujourd'hui. Ils n'ont que quelques-uns. Nous savons qu'il est en avance et lorsque nous voyons les sondages et comment la campagne a été, il était clair que M. Agbeomé serait le candidat victorieux de ce scrutin. Mais les preuves sont difficiles aujourd'hui à avancer parce que le régime ne leur a pas permis d'avoir tous les procès-verbaux. Et cela rend difficile cette réclamation, juridiquement parlant. Donc, lorsque le peuple qui cherche l'alternance veut se fonder seulement sur cela, politiquement, on risque de nous dire que M. Faure-Gnassingbé aussi est victorieux et il réclame déjà cette victoire. Donc, il serait difficile pour nous de prouver cette vérité des urnes ou cette victoire de M. Agbeomé. Donc, lorsque nous restons dans cette logique, il serait difficile pour nous d'avoir l'alternance que nous voulons. La deuxième inquiétude est que lorsque nous demandons le recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote, le problème est que les urnes, à l'heure où nous parlons, sont encore dans les mains des institutions qui ont été détournées à des fins contraires à leur vocation. Voyez-vous, les bulletins de vote, nous avons vu comment des bulletins de vote ont été pré-signés, ont été pré-votés avant même le jour de l'élection. Donc, si nous demandons à compter ces bulletins aujourd'hui, on ne demandera pas à la population d'aller chacun retrouver son empreinte sur son bulletin et ce sera difficile pour nous également de l'avoir. Donc, dans un tel contexte, demander à ce régime tel que nous le connaissons de nous permettre d'avoir un recomptage de vote, bureau de vote par bureau de vote, c'est leur dire de nous préparer encore un autre coup. L'ancien chef secrétaire d'État plutôt américain l'a demandé, et tout le peuple aussi le demande, les autres mouvements le demandent, mais le problème, l'inquiétude là-bas, c'est que les urnes et les bulletins de vote sont dans les mains de ces mêmes personnes qui sont accusées de fraude aujourd'hui. Alors, ils vont nous prouver quoi? Ils vont nous donner quoi? Ils vont nous tailler les résultats sur mesure. Peut-être que le taux de victoire, de résultats 72 et plus, qu'on a donné à M. Faure-Gnassingbé, ils vont essayer de mieux couper cela, tailler cela, revenir peut-être à 60% ou peut-être à 58%, mais faire tout possible pour le garder au pouvoir par la fraude. Donc ça, c'est les deux inquiétudes. Ce sont ces choses-là qui nous amènent à aller directement
au cas d'espèce juridiquement qui est la fraude. Donc lorsque la fraude porte atteinte au résultat final qui est escompté, lorsque la fraude permet de renverser ou bien d'entacher le résultat final, eh bien, le régime, c'est l'annulation. Il faudrait que le scrutin soit annulé. Et c'est pour cela que nous avons lancé cet appel. L'appel à l'annulation, nous l'avons adressé aux institutions internationales, aux organisations internationales et aux institutions nationales, en respectant l'hiérarchie juridique. La CENI et la Cour constitutionnelle, quand bien même nous savons que nos institutions ont été détournées en faveur du parti au pouvoir ou du candidat du parti au pouvoir, la réalité est que nous devons savoir qu'il y a un grand danger lorsque nous laissons quelqu'un qui est fautif de fraude au sommet de l'État. Cela corrompt toutes les institutions de l'État. Ça, c'est la première chose à retenir. Il faut que les auteurs de fraude soient sanctionnés. Et la sanction politique qu'on peut apporter à ces auteurs, d'abord, c'est d'annuler le scrutin, et secondo, c'est de leur permettre de quitter le pouvoir et réorganiser le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de vide institutionnel. C'est la première des choses. Ce serait une grave erreur générationnelle que de garder le silence et de permettre à des auteurs de fraude de gouverner le pays. Ça, c'est un. Nous avons adressé cette lettre à ces institutions internationales parce que les institutions internationales constituent des piliers forts pour chaque État et chaque dirigeant ou autorité au sommet de l'État. La chose est que lorsque nous demandons l'annulation aujourd'hui, cette annulation n'est pas adressée à ceux qui réclament la victoire. Je veux dire ceux qui se sont saisis du siège aujourd'hui. Parce que nous ne les reconnaissons pas en tant que tels dans ce rôle d'autorité étatique. Donc c'est pourquoi cela a été adressé aux institutions internationales. Mais la mise en application de cette demande viendra de deux sujets. Le peuple togolais, les acteurs politiques, les mouvements de société civile d'une part, et d'autre part, ces institutions internationales qui sont des gardiens de la démocratie. Donc, du côté du peuple, il nous appartient maintenant de tout faire et de faire comprendre à ceux qui réclament cette victoire, qui se sont saisis de ce trône frauduleusement, leur faire comprendre que nous ne reconnaissons pas quiconque produit par la fraude comme président de ce pays. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas, au nom d'un parti politique, au nom des conflits internes entre nous, on ne doit pas se taire. Nous avons constaté quelque chose ces derniers temps. Et je m'en vais le dénoncer ici. Lorsque il a apparu que M. Agbeome a gagné, Monseigneur Poduro a mouillé sa soutane. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que le peuple togolais se soulève et réclame cette victoire. Mais nous avons constaté qu'au sein des partis eux-mêmes et au sein des militants de ces partis, il y a certaines personnes qui se sont retenues. Ils ont plutôt choisi la position de rétractation pour voir comment ils vont faire pour avoir le pouvoir. Je pense que c'est mal comprendre la lutte que nous sommes en train de faire. Ici, là, cet appel que nous faisons n'est pas un appel destiné à la victoire de M. Agbeome aujourd'hui. C'est destiné à la restitution de l'ordre public, à la légitimité des institutions de notre État et au respect des droits des citoyens. Il faudra que le peuple, ou qu'il s'agisse des associations ou des organisations de la société civile, les partis politiques et tout, nous devons continuer des motivations, des mobilisations, des manifestations au jour le jour sur les réseaux sociaux à chaque niveau
pour qu'il soit clair que dès qu'un individu se saisit du pouvoir frauduleusement, à partir de maintenant, ça ne peut plus exister au Togo. Ça, c'est un. Donc, du côté des institutions internationales, il appartient encore au peuple. Voici l'heure pour les associations de la société civile au niveau de la diaspora, tels qu'ils sont, selon leur forme et sous n'importe quel angle. C'est maintenant l'heure pour eux de se mobiliser devant les ambassades, devant les institutions étrangères, internationales, les congrès, les parlements et à la présidence de ces États de droit afin qu'ils ne commettent pas l'erreur de rentrer encore en relation économique et diplomatique avec l'autorité illégitime et illégale qui s'est imposée au Togo. Mais si nous nous taisons et que nous croyons, je dirais illusoirement, comme on l'a toujours enseigné, que la fin des élections veut dire la fin de toutes choses, donc tout va bien, la vie continue comme ça, ils nous ont eu, bon, il n'y a rien à faire, donc nous ne pourrons jamais sauver le pays. Nous disons ceci, cela est très important parce que les institutions internationales, le secrétaire d'État américain, je vais parler de l'ancien secrétaire d'État, et les ambassadeurs, ils ne viendront pas faire notre politique à notre place. Vous comprenez cela? Ils ne peuvent que parfois peut-être émettre leur opinion diplomatiquement d'une manière faible, parce qu'ils ne décideront pas pour le Togo. Le Togo est un pays souverain, mais si les abus, l'injustice ne doivent pas devenir un droit dans le pays, il appartient aux Togolais de dénoncer cela et de montrer qu'ils ne sont pas des chèvres ou des idiots qu'on peut mener n'importe comment. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple, à tous les niveaux, la diaspora africaine, américaine, européenne, nous devons nous mobiliser maintenant. Tout le monde doit parler. À tous les niveaux, tout le monde doit parler. On doit faire comprendre à ces institutions que les Togolais ne les accepteront pas en relation économique et diplomatique avec l'autorité frauduleusement mise en place, parce que cela viole les lois et les règles de la démocratie et notamment les règles d'une quelconque élection dans tout pays qui se veut démocratique et civilisé. Alors, je pourrais ajouter ceci. Cette situation est très importante parce que je voudrais faire comprendre à tout le monde que là où nous sommes arrivés, nous avons déjà connu ces situations au Togo plusieurs fois. Les fraudes s'installent au sommet de l'État. On impose une personne au sommet de l'État par le vol des scrutins, les fraudes, les menaces, les intimidations, les violences et tout. Et en fin de compte, lorsqu'on proclame le résultat qui n'est qu'une boue, le peuple n'est pas habitué à contester longtemps. Nous avons vu en 1998 la fraude flagrante des gens, c'est-à-dire le régime a été pris en flagrant délit de fraude. Mais comment est-ce que les auteurs de fraude ont encore gardé le pouvoir? C'est parce que nous n'avons pas fait ce que nous sommes en train de dire maintenant. Et en 2003, voici là où j'allais avec un autre exemple. En fin de compte, lorsqu'il y a eu des contestations, comme M. Agbéomé et son camp, et la dynamique de Monseigneur Kodjo, ils sont en train de le faire maintenant. Lorsque la contestation arrive à un certain niveau, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que le peuple reçoit? Bien, il y a accord, on prend un Premier ministre issu de l'opposition pour avoir une apparence d'un régime de cohabitation qui n'est pas régime de cohabitation. Alors, nous avons vu en l'exemple de M. Edem Kodjo en cette année-là, qui était avec le feu et Adéma, mais dans les règles politiques, il n'appartient pas au Premier ministre de déterminer la politique à mener dans le pays. C'est le président qui a les prérogatives de définir les lignes politiques à suivre. Et le Premier ministre n'a que l'attribution d'exécution de ces politiques. À Gboïbo, ces personnes ont obtenu la primature, mais ils n'ont pas pu changer le régime qui s'est imposé et son fonctionnement de corruption et d'oppression. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est comme ça.
Donc, dans le cas de figure actuelle, nous pouvons voir que si les contestations continuent pour réclamer la victoire de M. Agbéomé Kodjo, c'est bien, mais il y a une limite parce que nous n'obtiendrons pas grand-chose. Ce que nous pourrons obtenir, ce serait un accord en fin de compte et qui amènerait M. Agbéomé Kodjo, bon, c'est une analyse fondée sur l'historique de la vie politique togolaise, donc, qui l'amènerait peut-être au poste de Premier ministre, puisque c'est lui qui conteste, donc on l'amène là-bas, il prend un poste, lui aussi, il mange un peu, mais il n'aura pas la force de changer la politique, d'unir, de changer la politique de M. Faure Gnassingbé. Et là, nous n'aurons rien obtenu. On a connu cela en 2003, on a connu cela en 2005, on l'a connu en 2010, on l'a encore connu lorsque M. Jean-Pierre Fabre avait gagné. Les contestations étaient très fortes dans les rues et partout, mais ils ont tout fait pour museler ces manifestations. Et en fin de compte, monsieur est resté au pouvoir par des consensus dissimulés qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est la raison pour laquelle la voie royale, l'unique d'ailleurs, que nous devons suivre, et la communauté internationale d'ailleurs nous attendra qu'on prenne cette voie pour rendre le pays non gouvernable pour les auteurs de fraude et ceux qui ont pris le pouvoir par la fraude. Donc, il nous appartient à tous les niveaux. Nous devons mettre de côté les guerres fratricides, les guerres de partis politiques. Bon, c'est pas nous, c'est eux, ils n'ont qu'à faire, on va voir. On doit mettre ça de côté et savoir maintenant que si un frauduleux s'installe au sommet de l'État, c'est la débandade totale, c'est la corruption de toutes les institutions, c'est la vente de notre État à des vautours politiques extérieurs et la vie politique au Togo, la vie sociale au Togo n'ira pas bon train. Ça nous engage et cela nous incombe à tous les niveaux, hommes et femmes, jeunes filles, jeunes garçons, vieillards et toutes les associations. Il faut que tout le monde, vous les journalistes, il faut que vous cessiez de prendre parti et que le Togo, la valeur du Togo prime pour nous tous. Il faut que les militants des partis politiques laissent de côté la prise de parti et que l'intérêt de nos enfants, de nos familles prime surtout pour nous. Et il faut que les associations laissent de côté le sentiment de m'as-tu vu, c'est moi qu'on doit voir, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis plus visible. On doit laisser tout cela de côté, on doit travailler ensemble maintenant. Toute association qui envoie une bonne idée, le phare qui a envoyé cette lettre, nous devons l'appuyer. Si le phare envoie une idée, les autres associations doivent l'appuyer. Nous devons faire cette pression intensément. Parce que si nous demandons au régime d'annuler ce scrutin, ce n'est pas le régime qui le fera. Ils ne le feront ni aujourd'hui, ni demain. Et ça, nous en avons connaissance. Si nous demandons aux institutions internationales de venir enlever M. Faure Gnassingbé, pour le dire vulgairement, Faure Gnassingbé du fauteuil présidentiel, et de faire asseoir M. Agbéomé Kodjo, cela n'aura jamais lieu. Ça ne se passera pas. Mais lorsque nous nous levons et que nous disons un voleur qui est pris en flagrant délit ne doit pas être déclaré propriétaire du bien volé. Mais si nous le laissons comme ça, ça veut dire que n'importe qui brise les portes d'une banque au Togo et qui est pris en flagrant délit doit être laissé libre. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est la raison pour laquelle nous savons que l'histoire s'est répétée plusieurs fois, mais elle ne doit plus se répéter maintenant. Il nous appartient, nous, la jeunesse actuelle. Vous voyez, Monseigneur Kodjo, excusez-moi, vous voyez son âge? Mais il ne peut pas avoir plus de passion et de zèle pour la liberté de ce pays que nous autres qui sommes jeunes. C'est un sommeil maléfique. C'est une abdication maléfique de notre devoir et de notre autorité. Nous devons parler. Les gens doivent écrire à chaque niveau. Sur les réseaux sociaux, on doit envoyer des audios, on doit parler. Il faudrait que les institutions internationales sachent que le Togo n'est plus le Togo d'antan, où après quelques mois, ils vont se taire, ils seront fatigués, et on va commencer par envoyer des ambassadeurs, on va commencer par envoyer des plénipotentiaires qui viendront représenter des multinationales et d'autres États. Si ces États sont des États de droit,
Donc, il doit y avoir ce que nous appelons l'équilibre de forme. Il faut que les États de droit aient des relations diplomatiques avec des États de droit et non des États qui sont illégitimes et illégaux. Chez nous, on dit que c'est ensemble qu'on pousse la pirogue sur la rivière. Vous avez constaté que depuis que je ne parlais pas de notre mouvement, le phare, parce que je ne suis pas venu faire l'apologie et la publicité de notre mouvement. Mais c'est notre mouvement, le phare, qui a enclenché cette action. Mais ce n'est pas une propriété du phare. Ce n'est qu'une idée émise pour tout le pays. N'importe qui peut s'en saisir, chacun à son niveau, faire son travail, faire des audios, écrire. Même derrière cette première lettre, il doit y avoir d'autres lettres de la part d'autres associations. Il doit y avoir des actions à tous les niveaux. Ceux qui manifestaient, ils sont encore en plus grande liberté à l'extérieur. Ceux qui sont en France, en Allemagne, etc., ils ont plus de liberté maintenant. C'est maintenant qu'il faut manifester. C'est maintenant qu'il faut sortir, se soulever et déclarer cette autorité qui a usurpé le pouvoir illégitime et illégal. Nous ne le disons pas politiquement parce que nous n'aimons pas unir. Nous ne le disons pas politiquement parce que nous avons quelque chose contre M. Fogna Sibé. Non, nous ne le disons en droit. Nous le disons en droit parce que c'est un droit, c'est une loi électorale qui ne doit pas être violée. Mais et celui qui est au sommet de l'État, qui viole les lois du pays, donc l'adage de nos grands-pères dit que celui qui est le chef de la communauté ne doit pas briser les lois de la communauté. Donc, il veut être chef, il ne doit pas briser les lois de la communauté. Donc, et si nous nous taisons, on se laisse abuser. Nous devenons des esclaves volontaires. Nous devenons des victimes volontaires. Ce sera avec notre complicité, ce qui ne doit pas arriver. Donc, tout ce que nous avions fait depuis le début, ce n'est pas maintenant que les Togolais doivent dire « c'est fini, on est fatigué, on doit s'asseoir ». Non, c'est maintenant que la lutte commence. Il faudrait que nous prenions le feu des jeunes lions et la force des jeunes lions pour agir. C'est moi qui vous remercie.